Merci de rester fidèles au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Chana Rafidi. Dans l'actualité, l'Assemblée nationale qui convoque ce mercredi les membres du bureau. Bien sûr, une convocation qui intervient à la veille de la session extraordinaire qui commence demain portant donc sur l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution. Eau et assainissement également au menu de cette édition. Conseil interministériel s'est tenu hier sur le sujet où plusieurs mesures et décisions ont été prises, mais en attendant leur mise en œuvre donc pose problème chez certaines populations qui sont confrontées au problème d'accès à l'eau potable. C'est le cas au village de Ndiakhara, Louga, où les populations en appellent à l'aide de l'État pour sortir de cette situation. Et puis dans l'actualité sportive, pour terminer, Afro-Basket U18, le sélectionneur des Lions, Parfait Adjivon, s'est confié donc bien sûr sur le groupe du Sénégal concernant cette compétition prévue du 2 au 14 septembre en Afrique du Sud. Sa réaction en fin d'édition. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Nous passons à présent au développement. Pour commencer donc cette convocation ce mercredi des membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'est en prélude de la session extraordinaire de demain. Il faut donc rappeler que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, conformément à l'article 63 de la Constitution, avait transmis au président de l'Assemblée nationale un décret portant convocation de l'hémicycle en session extraordinaire. Ce jeudi, ce sera donc pour l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution. Ainsi, la modification envisagée de la Constitution porte sur cette suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales ou encore du CESA. Ainsi donc, justement, l'Assemblée nationale est convoquée demain, jeudi. La dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales est au menu de cette session parlementaire. Un premier défi donc pour le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye qui risque de se heurter à la majorité de Benno Bokk Yakaar. La pertinence et la réussite du choix de la dissolution des deux institutions suscitent des interrogations légitimes au regard du rapport de force entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. La dissolution pourrait être rejetée par le groupe parlementaire contrôlant a priori près de 83 voix. Le groupe parlementaire du PASTEF ne peut à lui seul faire adopter la dissolution sans le soutien des groupes de Wallu Sénégal, du PDS, de Tahaou et des non-inscrits et la complicité de certains députés de la coalition majoritaire. L'impasse de la dissolution par les députés est quasi certaine, à moins que les présidents de groupe ne trouvent un large consensus entre les lignes de ce sinueux chemin de la dissolution des deux conseils. Se profile à l'horizon le conflit virtuel entre l'exécutif et le législatif au sujet de la dissolution probable de l'Assemblée nationale par le chef de l'État. La menace d'un projet de loi devant rendre impossible la dissolution du Parlement par le président de la République par le groupe majoritaire présage le rejet de la volonté de dissolution. La dissolution des deux conseils et de l'Assemblée nationale sera donc une des questions majeures de la vie politique nationale. Le référendum reste un choix politique possible pour le président de la République. Le peuple souverain est un recours légal et légitime si la dissolution est impossible par la voie parlementaire. Autrement dit, un référendum constitutionnel permettrait aux acteurs politiques de savoir réellement ce que pensent les citoyens en matière de réforme et de dissolution du Conseil économique, du Haut Conseil et du Parlement. Le secteur minier à présent, la délivrance de permis d'exploration et d'exploitation minière dans la zone couvrant la Falémé est suspendue jusqu'au 30 juin 2027. Dans un communiqué rendu public hier, le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a rappelé que le gouvernement a examiné et adopté en Conseil des ministres le 19 juillet dernier le projet de décret portant donc interdiction des activités minières et d'octroi de permis d'exploitation dans la zone du fleuve Falémé. Le ministère de signaler également que toutes les opérations minières ou délivrance de titres miniers autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sont formellement interdites sur un rayon de 500 mètres. Il invite également les populations riveraines à dénoncer auprès des autorités administratives ou des forces de défense et de sécurité tout individu qui tentera d'enfreindre la présente mesure.
Dans le même secteur, la compagnie pétrolière Woodside a officiellement annoncé hier le dépôt de sa plainte au tribunal de Dakar, ce pour contester le montant de l'impôt que lui réclame le fisc sénégalais. La compagnie pétrolière déclare que la majorité de ce que lui réclame le fisc donc concerne l'application d'une exonération qui s'appliquait pendant la phase de développement du projet. En effet, la compagnie qui exploite le gisement de pétrole de Sangomar s'est vue infliger un redressement fiscal de plus de 41 milliards de francs CFA. À présent, états généraux du transport public après le séminaire de préparation qui s'est tenu du 18 au 23 juillet dernier. Les acteurs du secteur ont remis les conclusions de leurs travaux hier au ministre des Infrastructures, des Transports aériens et terrestres. Un travail qui a donc permis de s'entendre sur les sujets à discuter lors des états généraux du transport donc prévus au mois de septembre au mois de Comté. Clap de fin du séminaire de préparation des états généraux du transport public. Après 3 jours d'échanges avec les participants issus du secteur pour harmoniser leurs positions et établir un cadre de travail commun, l'heure est au bilan. Nous avons accueilli respectivement 330, 302 et 248 participants. Cette mobilisation remarquable souligne non seulement l'ampleur des enjeux, mais aussi l'engagement de tous les acteurs des différents secteurs. Deuxième du genre, après celui avec les acteurs étatiques, ce conclave a permis de faire un diagnostic sans complaisance des transports terrestres, ferroviaires et aériens. Toutefois, je note que des divergences subsistent sur certaines questions. Loin d'être des obstacles, ces désaccords doivent être perçus comme des opportunités pour approfondir notre réflexion. Une occasion pour les acteurs des différents sous-secteurs des transports de faire connaître leurs attentes. Pour le permis à points, c'est parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui va les enlever et comment il va faire. On n'a pas eu de point de divergence lors de nos discussions. Néanmoins, on a des questions concernant la cohabitation entre les VTC et les autres moyens de transport. Après différentes interpellations, le ministre donne déjà des gages. Je suis convaincu qu'à travers un dialogue constructif et une concertation continue, nous parviendrons à des accords qui renforceront notre secteur et répondront aux attentes de nos concitoyens. Selon le ministre, ces séminaires de préparation permettent de faciliter le travail. Et après en avoir tenu avec tous les acteurs, direction maintenant vers les états généraux prévus au mois de septembre 2024. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à présent, le Conseil interministériel d'hier a adopté des mesures décisives pour la modernisation du secteur. Parmi les principales réformes, on note la tenue de concertation nationale. Une attention particulière sera accordée à l'élaboration d'un programme national d'accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement prévu en fin mars 2025, ainsi qu'à la révision du code de l'eau et à la création de la haute autorité de régulation. Ainsi, un plan de desserte équitable en eau potable pour les zones communes comme le lac de Guerre est également prévu pour l'hydraulique rurale, bien que le taux d'accès est atteint à 96,9%, des disparités subsistent, notamment dans les régions de Kolda, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda encore Ziguinchor. Le suivi de la mise en œuvre des décisions sera ainsi assuré par le ministre secrétaire général du gouvernement avec un besoin de financement de 1,627 milliards de francs CFA. Ces mesures visent ainsi à renforcer l'accès à l'eau potable et à garantir une gestion efficace des ressources hydriques au Sénégal. En attendant la mise en œuvre de ces mesures, à Louga, l'accès à l'eau potable est un défi persistant pour certaines communautés de la région qui luttent contre un accès limité à l'eau potable accentué par l'absence de routes et d'infrastructures de base. C'est notamment le cas au niveau du village rural de Ndiakhar, malgré les efforts de bonne volonté qui ont construit un puits et un complexe éducatif pour améliorer leur quotidien. Les difficultés persistent. À Ndiakhar, l'accès à l'eau potable reste un problème majeur depuis des années. Les habitants se battent pour accéder à cette ressource essentielle malgré les efforts de Serigne Youssoubaye qui a récemment construit un puits et un complexe éducatif. Nous souhaitons l'érection du forage. Au moins, si nous avons un forage, vraiment la jeunesse a besoin de ce forage-là. Parce qu'il y a des jeunes diplômés ici qui veulent travailler.
Mais si nous n'avons pas un eau potable, c'est difficile de travailler ici. Le manque d'eau potable n'est pas le seul problème auquel Ndiakhar est confronté. L'absence de routes praticables et d'infrastructures de base complique davantage la vie des habitants de Ndiakhar. Il appelle l'État du Sénégal à intervenir. ndox mi ñor nañu de waaye wér gu yaram itam ñor nañ tax ku wérul doo tala naan. bëgg na fee wut case de santé aw yoon it bu ñu ci mën a dimbali te loolu lépp nag mooy état moo ko ci mën a jàppale nag. Ndiakhar, un village déterminé à aller de l'avant, attend maintenant une réponse de l'État du Sénégal. Les habitants, malgré les efforts de Serigne Youssou Mbaye, ont besoin d'un soutien plus large pour accéder à un forage vital pour leur avenir. Et en santé à présent, depuis que l'OMS a déclaré l'épidémie de mpox ou variole du singe une urgence de santé publique à portée internationale, le Sénégal se prépare à la riposte. D'ailleurs, le comité de gestion des épidémies a activé le centre des opérations d'urgence sanitaire. Et le docteur Papa Samba Djeye, directeur du coup, se rassure à ce propos. Pour le moment, aucun cas de pox n'est donc enregistré et un dispositif de surveillance est mis en place. Le Sénégal a eu réunir son comité national de gestion des épidémies qui a analysé la situation épidémiologique au niveau international et au niveau national et qui a formulé des recommandations. Et parmi ces recommandations, il y a l'activation du centre des opérations d'urgence à un niveau faible pour permettre de renforcer la préparation du pays, mais aussi de faire une surveillance active, en tout cas une surveillance importante de cette maladie-là, pour une détection précoce et mettre en place le dispositif de prise en charge le plus rapidement possible. Le système de gestion d'incidents a été mis en place avec un gestionnaire d'incidents qui travaille avec son équipe, qui a déjà élaboré son plan d'action d'incidents, qui décrit quelles sont les actions prioritaires que nous devons mener dans un court délai pour pouvoir renforcer nos états de préparation et atteindre les objectifs qui nous sont assignés par les autorités. Santé publique toujours pour lutter contre l'épidémie de tabagisme au Sénégal. La Ligue sénégalaise contre le tabac interpelle les nouvelles autorités sur la gravité de la situation. À travers un communiqué publié, donc, la LISTAB souligne l'existence de ces produits dans les espaces publics comme les plages et restaurants. De nombreux jeunes utilisent ainsi aujourd'hui ces cigarettes électroniques très présentes sur le marché. Reportage. Un communiqué pour alerter sur la gravité de la situation. Les espaces publics sont aujourd'hui enfumés par l'usage de la chicha ou des cigarettes électroniques. Cette situation inquiète la Ligue sénégalaise contre le tabac. Il s'agit des plages et certains restaurants qui sont en tout cas proches donc, de la plage. Donc nous avons jugé nécessaire vraiment d'alerter les populations, mais aussi le gouvernement donc, pour prendre les responsabilités par rapport donc, à ce fléau. Selon la LISTAB, l'industrie cible des jeunes pour perpétuer ses profits et créer ainsi une nouvelle génération de personnes dépendantes. Seule une loi peut permettre de freiner cette problématique. C'est l'usage donc, de cette cigarette électronique qui est détourné aujourd'hui, parce qu'à travers cette cigarette électronique, on y fume donc du chanvre indien, donc format liquide, je l'ai dit, mais également des drogues de synthèse, okay, comme on l'appelle souvent le PTC, pétoncrane. Donc c'est des drogues de synthèse donc, qui sont en tout cas le plus souvent utilisées par des jeunes. L'urgence, c'est le retrait immédiat du produit sur le marché. La chicha est présente aujourd'hui dans pratiquement tous les restaurants à Dakar, mais particulièrement également à la plage. Parce que vous allez vers les plages de Ngor, de Besseyao, de Malibu, en tout cas pratiquement l'ensemble des plages fréquentées par les jeunes. Aujourd'hui, vous y trouvez donc la consommation de la chicha, parce que les gens sont en train de le louer sur place. Ils invitent cependant les nouvelles autorités à prendre des mesures idoines afin de mieux lutter contre cette situation. Pendant ce temps, question de sécurité publique, l'affaire Aziz Dabala installe la psychose chez beaucoup de Sénégalais résidant notamment dans la banlieue face à la recrudescence des cas d'homicide volontaire. Et à ce jour, ils sont nombreux à encourager le retour de la peine de mort. Dans ce reportage qui suit, un des intervenants nous raconte comment il a perdu son frère dans de pareilles circonstances au Marcham. L'affaire Aziz Dabala a le malheur de réveiller une vieille plaie chez cet homme. Des années en arrière, une personne qui lui est chère a perdu la vie dans des conditions presque similaires. Mon petit frère Babacar Diagne a perdu la vie dans les mêmes conditions. C'était lors d'un combat de lutte à Gounas. Le comble est que les meurtriers
s'en sortent presque avec des peines légères. À leur sortie de prison, ils se glorifient de leur passé. Ces deux jeunes dénoncent avec la toute dernière énergie la recrudescence des cas de meurtre. Ce n'est pas la première fois qu'ils entendent des cas de meurtre aussi sordides. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu témoigner, mais sous couvert de l'anonymat. Le cas Aziz Dabala doit servir de point de départ aux nouvelles autorités. Elles ont la chance de donner l'exemple. Nul n'est à l'abri, comme vous pouvez le constater. Nous habitons la banlieue et ce genre de situation est quasi quotidien. La peine de mort, abolie depuis des décennies, il prêche son grand retour. Car, disent-ils, elle réglera définitivement les nombreux cas d'homicide volontaire. Il n'y a pas plus miséricordieux que le Tout-Puissant, alors que lui-même demande à ce que les meurtriers subissent le même sort infligé à leurs victimes. Une semaine après leur sortie de prison, ils récidivent. Les autorités doivent sévir. L'affaire Aziz Dabala aura ému le Sénégal tout entier, de par les circonstances dans lesquelles les choses se seraient déroulées. Néanmoins, la caducité des lois actuelles font que les meurtriers s'en sortent indemnes. C'est la forte prémonition de nos interlocuteurs. L'affaire Aziz. Et puis en sport à présent, homme de confiance d'Aliou Cissé depuis sa nomination en mars 2015, Régis Bougard ne va pas continuer l'aventure avec les Lions. Le technicien français n'est plus l'entraîneur adjoint de la sélection A, informe la Fédération sénégalaise de football qui a donc partagé l'information. À ce jour, il est donc remplacé par Pape Bouna Thiaw, par ailleurs sélectionneur de l'équipe nationale olympique. Un autre changement notable concerne le poste de préparateur physique. Teddy Pellerin, qui occupait ce poste, devient le deuxième entraîneur adjoint. Le nouveau préparateur physique est lui, Hussein Bichara Farata. Et enfin, Afrobasket U18, le Sénégal va saisir sa chance, annonce le coach parfait adjuvant. Selon lui, le groupe est très relevé, mais le Sénégal va jouer sa chance à fond. Il affiche ainsi en capitale confiance face au Cameroun et la Côte d'Ivoire, équipe avec lesquelles il faudra composer en plus du Mali, grandissime favori de cette compétition. Nous l'écoutons. Ce sont de gros morceaux, ce sont des équipes qui ont des ambitions quand même. Si nous voyons le Cameroun qui est allé se préparer en Europe, en France, et ils sont déjà sur place en Afrique du Sud, cela veut dire que quand même ils prennent très au sérieux la compétition. Je vous dis, la compétition, ça sera énormément, ça sera très relevé. Vu la qualité des équipes qui sont qualifiées, le Mali qui est toujours présent, qui part favori comme nous le connaissons, parce qu'ils ont beaucoup investi par rapport au niveau de la petite catégorie. Ce sont des gosses qui viennent des U16, il y a d'autres même qui étaient U18 de la fois passée, tout ça là. Donc, et il y a la Côte d'Ivoire qui revient avec une très bonne équipe, une jeune équipe. On les a vu jouer contre le Nigeria, c'est une équipe très organisée, très agressive. Donc nous attendons à un championnat très relevé. C'est une poule qui sera très difficile. Il faut être présent quand même, aller avec beaucoup de lucidité pour se qualifier au Mali. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La question de l'insécurité dans la capitale hante bien le sommeil des Dakarois. Les Échos annoncent que 3 personnes tuées en quelques heures. À preuve, Amadou Diallo qui voulait protéger une dame abattue à Grayoff, une fille de 15 ans tuée à Bargny, sa copine arrêtée, un oncle assène 3 coups de couteau à son neveu pour une clé. Vox Populi abonde dans le même sens et parle de 3 meurtres qui sèment la peur et l'émoi. Un taximan tué à Grayoff, Aïcha Nong à Bargny est retrouvé dans un canal et un homme poignardé à Benabarak par son oncle. Une tragédie qui secoue bien le pays comme cette affaire du double qui secoue le département de Pikine. L'observateur revient d'ailleurs sur le réquisitoire introductif du procureur Salif Diko, le mandat de dépôt requis contre toute la bande et le dossier confié au doyen du juge. Le journal n'a pas manqué de révéler la vraie identité du 7e suspect qui a été livré par son père, Aziz Dabala, et les clés de l'énigme, titre l'observateur. Le Témoin quotidien, lui, nous livre comment la DIC a décapité le gang des barbares. Arrêté hier, le 7e suspect déclare seulement accompagner Lamine Diao faire des retraits wave.
Naboulaye lui ajoute qu'elle a déposé Aziz à Pikine Icotaf. Elle a attendu juste 30 minutes avant de le déposer au Carrefour Talioubès. Mamadou Lamine Diaw, le présumé meurtrier, lui déclare: je l'ai étranglé avec ma main gauche avant de sortir un couteau que j'avais sous la ceinture. Libération lui souligne que les choses se corsent pour Naboulaye et compagnie. Le parquet de Pikine Guédiawaye demande l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat et le placement sous mandat de dépôt de tous les mis en cause. Mais Fallou Diop, lui, s'est rasé pour tromper les enquêteurs parce qu'il est accablé par une image de vidéosurveillance. Autre sujet relayé par les journaux, c'est la dissolution du Haut Conseil collectivité territorial et le Conseil économique social environnemental. L'info parle de tirs groupés sous le président Bassirou Diomaye Faye après la convocation de l'Assemblée nationale pour l'examen d'un projet de loi portant dissolution du Conseil économique social environnemental et le Conseil des collectivités territoriales. Le quotidien décèle dans la procédure une bataille de pouvoir. La convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale jeudi pour l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution qui porte sur la suppression de ces deux institutions est un excès de pouvoir présidentiel. S'il a les prérogatives de la convoquer, il n'a pas les pouvoirs constitutionnels d'imposer une date aux députés, selon les experts, selon la publication. Walf Quotidien indique que le projet de suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique social environnemental est parti pour créer une confrontation entre le pouvoir et Benno. Tout porte à le croire avec la sorte hier des députés de l'opposition qui annoncent le refus de voter le texte. Là, pour sa part, note que le groupe Benno Bokk Yakaar se braque. Sonko veut sa guerre avec l'opposition. Il aura jugeant inélégante et illégale la démarche du président Diomaye faire fuiter l'information sur le décret avant d'acter la mort de ces deux institutions avant même qu'elles n'accèdent aux destinataires. Les députés de Benno Bokk Yakaar ont décidé de faire du gatsa-gatsa avec les tenants du pouvoir contre qui ils comptent faire face en faisant voter la décision du chef de l'État de mettre à mort les institutions dirigées par Aminata Mbengue Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo. Bés bi le jour, à propos de l'équation de Benno, estime qu'en prenant le risque de défier la majorité, Diomaye a choisi au nom de la rationalisation des dépenses publiques et du respect des promesses de campagne de couper les vivres aux politiques de la PR, du PS et du Benno. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir, Charline. Et comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.